On est en live là, ça marche? D'accord. Mais bonjour tout le monde. On va prendre quelques instants pour laisser tout le monde arriver dans la salle. Si certains d'entre vous peuvent me confirmer que le son est audible, que vous voyez bien le l'élément, enfin le document de présentation, et vous me voyez aussi, même si ça c'est pour le coup c'est pas le plus important. Si vous pouvez faire un petit message pour confirmer que tout ça est OK. Très bien, il y a des messages qui disent que c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Bon, on attend quelques instants et on attaque. Donc, je vais attaquer. Donc, merci pour votre présence. Donc, je suis avec Jérôme qui est à ma gauche, là, que vous verrez tout à l'heure au moment des questions-réponses. Donc, c'est lui qui va recenser toutes les questions que vous nous ferez passer via le chat. Donc, aujourd'hui, on va parler des 6 erreurs à éviter lors de la mise en place d'un ERP. À la fin de ce webinaire, on vous donnera la possibilité d'accéder à un livre blanc. Donc, on a écrit, en plus de la préparation de ce webinaire, on a écrit aussi un livre blanc pour vous faciliter le travail lorsque vous êtes amené à mettre en place un ERP. Alors, en préambule et avant d'attaquer, sachez que ce qu'on vous présente aujourd'hui aurait pu aussi s'appeler les 6 erreurs à éviter lors de la mise en place d'un progiciel ou d'un logiciel. C'est vraiment des bonnes pratiques à comprendre, à mettre en œuvre qui vont vous aider à mettre en place. Alors nous, c'est un ERP qu'on met en avant puisqu'on est un éditeur d'un ERP, mais effectivement, ça s'appliquerait aussi à la mise en place de n'importe quel logiciel. Donc la présentation va s'articuler autour de plusieurs points. Bon, d'abord, je vais me présenter, je vais présenter mon entreprise, rappeler ce qu'est un ERP. Et pour poser le cadre, on va vous montrer, enfin vous donner les conséquences de ce qui peut arriver quand on se prépare mal à la mise en œuvre d'un ERP. Et pour ne pas subir ce type de conséquences, on verra ensemble comment on évite les erreurs, donc les 6 erreurs à éviter lors de la mise en place d'un ERP. Donc, pour commencer, qui je suis? Donc, Nicolas Bertrand. Je suis le cofondateur de l'entreprise de services numériques IOCéan, qui est la société qui édite l'ERP IOVision. La particularité de l'ERP IOVision, c'est un ERP dédié à la prestation de services. Maintenant, ce qu'on va vous expliquer là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vrai pour tout type de logiciel et c'est vrai aussi pour tout type d'ERP. Donc, ça fait presque 30 ans que je suis dans le domaine du service informatique et l'édition de logiciels. Donc l'entreprise est basée, IOCéan, l'entreprise éditeur du logiciel IOVision est basée à Montpellier. Donc, on existe depuis 2001. Donc, IOCéan a donc 2 offres à proposer à ses clients, une offre d'entreprise de services numériques et l'offre autour de notre ERP IOVision, donc dont on va très sommairement parler aujourd'hui, puisqu'on va vous parler un peu de tout ce qui se passe avant de pouvoir utiliser la solution. Mais IOVision, c'est une solution donc, de gestion de projet, gestion d'affaires, dédiée donc, à la prestation de service, qui permet de piloter à 360 degrés votre activité et de vous apporter tous les modules, toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, que ce soit du commerce, l'aspect RH, la facturation, la gestion de projet, etc., etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et rappeler déjà en première partie ce que c'est qu'un ERP. Donc, un ERP, c'est un logiciel intégré qui a pour finalité de pouvoir mettre à disposition de ses utilisateurs un ensemble de fonctionnalités qui permet de gérer le système d'information de son entreprise. Donc, ces fonctionnalités, elles sont multiples. Dans le cadre d'un ERP comme IOVision, on va retrouver des éléments pour tout ce qui est la gestion commerciale. Donc, là, on peut entendre par là tout ce qui est outils de CRM. On va avoir des notions de gestion de projet. Donc là, c'est vraiment toute la vie du projet, toute la vie des projets avec tous les éléments qui vont permettre de mesurer la rentabilité,
de pouvoir avoir les éléments pour pouvoir facturer, donc de faire le lien avec comptabilité et finance, etc., etc. Une fonction aussi forcément de ressources humaines, puisque à travers un ERP, on gère des ressources humaines. Donc un ERP intègre très souvent ce qu'on va appeler un SIRH, et puis des fonctions plus transversales. Dans d'autres types de ERP, on aura des fonctionnalités plus liées à de la production, à de la logistique, etc., etc. Donc on a un outil unique qui sert plusieurs métiers de l'entreprise. Donc l'avantage d'avoir cet outil unique, d'avoir cet ERP intégré, ben, c'est d'abord de faciliter l'utilisation de toutes vos parties prenantes, de tous vos services, qui vont pouvoir plus facilement collaborer les uns avec les autres. Vous allez avoir une meilleure cohérence de données avec le simple principe de ne pas avoir à faire de double saisie ou ne pas avoir à créer des interfaces dont on sait qu'elles peuvent être source de soucis, de problèmes. Donc vous gérez tout sur une seule plateforme. Et de tout ça, ben, on peut aussi penser que vous allez avoir une prise de décision améliorée. Aujourd'hui, le RP s'oppose par moment à l'approche best of breed. Donc best of breed, c'est l'idée de prendre des solutions pour des fonctionnalités bien précises, par exemple un outil pour gérer les frais, un outil pour gérer le SIRH, un outil pour gérer la facturation, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le débat avantage-inconvénient, mais c'était juste pour donner cette alternative qui existe aujourd'hui. Nous, on pense qu'une solution intégrée apporte beaucoup plus d'avantages, et notamment sur un point qui n'est pas forcément mis à souvent en avant, qui est important pour nous, c'est tout ce qui est autour du numérique responsable. Donc aujourd'hui, on est une société qui fait attention à ses impacts et qui fait attention aussi à ses impacts d'un point de vue numérique. Et aujourd'hui, les impacts d'un point de vue numérique sont principalement dus aux, aux machines, donc que ce soit des serveurs, que ce soit des postes utilisateurs, etc., aux machines que l'on est amené à utiliser et dont on a besoin. Et donc forcément, quand on multiplie les solutions informatiques, eh bien, on multiplie aussi les machines. Donc, nous, par rapport à ce biais-là, par rapport au fait qu'un ERP, eh bien, c'est une machine, enfin, à la limite deux, ben, c'est pour nous beaucoup plus responsable d'un point de vue numérique responsable. Donc voilà pourquoi aussi on pousse ce type de solution. Donc on va passer, avant de rentrer dans les 6 erreurs et comment on les évite, on va voir quelles sont les conséquences de ces éventuelles erreurs. Donc sachant que c'est des conséquences qui peuvent être raccrochées à la plupart des erreurs, c'est quand même des choses assez, comment dire, qui peuvent subvenir, quel que soit l'oubli qu'on a pu faire dans sa préparation. Donc les conséquences, on en a listé 8, c'est déjà beaucoup et je pense que ça, euh, c'est suffisant pour voir un peu je dirais, l'étendue des éventuels soucis. Ben, si vous vous préparez mal, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, ce qui peut se passer, première chose, vous pouvez avoir un système qui n'est pas adapté à vos besoins. Donc, un système inadapté, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des fonctionnalités, avec des services rendus qui qui nous permettront pas d'obtenir l'efficacité que vous recherchez. Première possible conséquence. Deuxième conséquence, deuxième et troisième, je dirais, elles sont assez liées. C'est évidemment si dans la phase de mise en œuvre, dans la phase de réflexion, tout n'a pas été fait comme il aurait fallu, mais vous pouvez vous retrouver à avoir des coûts supplémentaires parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues. Et qui dit coût supplémentaire, l'un un peu lié à l'autre, dit aussi évidemment retard de déploiement. Donc ça, évidemment, c'est les choses dont on a le plus souvent, qu'on a le plus souvent en tête quand on sait qu'un projet informatique, quel qu'il soit, encore une fois, on parle là de l'ERP, mais ça peut être pour n'importe quel projet informatique, mais on sait que ces deux éléments sont les plus souvent mis en avant comme soucis que l'on peut rencontrer. Ensuite, quatrième point, mauvaise préparation peut aussi avoir pour conséquence problème de formation, donc avec des utilisateurs qui ne seront pas bien formés et qui ne seront pas à même d'utiliser l'outil correctement, même si l'outil en lui-même répond et est satisfaisant par rapport aux usages qu'il apporte. Les 4 autres points que l'on peut mettre en avant, si vous avez une mauvaise préparation, vous allez forcément avoir les performances de votre entreprise qui vont en être affectées. Il va y avoir forcément des conséquences sur ça. Vous pouvez par exemple avoir des pertes de productivité et aussi avoir des pertes de morale au niveau de vos salariés avec le fait que certaines choses deviennent chronophages, certaines choses sont source de tension, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec quelque part des soucis à gérer et des événements auxquels vous auriez aimé ne pas avoir à faire face. Une autre des conséquences dont on entend le plus souvent parler et auxquelles de toute façon il faut toujours, enfin, quoi qu'il arrive, vous devrez faire face, c'est la notion de résistance des salariés, des employés.
c'est la notion de conduite du changement qui est essentielle pour réussir la mise en œuvre de ERP. C'est un facteur qui est là, quoi qu'on fasse. Maintenant, on peut faire en sorte de l'atténuer et de faire en sorte que les choses se passent mieux. Cette résistance, de toute façon, c'est sûr qu'il faudra la vaincre. C'est sûr qu'elle est là. Et il n'y a pas, enfin, je veux dire, c'est une certitude. Et du coup, on verra ensemble après comment on peut la minimiser. Et puis évidemment, vous pouvez, si vous avez un système qui au final ne s'est pas, la préparation ne s'est pas bien passée, vous n'avez pas abouti à ce que vous souhaitez, mais vous pouvez aussi avoir une conséquence possiblement encore plus fâcheuse des clients insatisfaits parce que l'ERP vous apporte aussi, au-delà même de la gestion de l'entreprise, vous apporte aussi la gestion, le système d'information qui va bien pour mener à bien les projets, pour mener à bien votre activité. Donc voilà les 8 conséquences auxquelles on a pensé, qui sont des conséquences qui sont assez communément, je dirais, établies dans, le, dans la sphère des projets informatiques. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie principale de cette intervention d'aujourd'hui, les erreurs à éviter et comment on peut les éviter. Donc surtout maintenant, on va essayer d'oublier le côté anxiogène de notre présentation. On va voir comment on peut faire pour que le projet se passe bien. C'est quand même le plus important. Donc il faut savoir que quand on mène un projet informatique, on a souvent trois parties. Le client, donc le prestataire, donc nous, et on peut aussi avoir, C'est intéressant d'avoir de faire appel à ce qu'on appelle les assistants métiers. Donc des structures qui vont vous aider le projet pour qu'il se passe bien, qui vont vous apporter un soutien pour que les choses se passent du mieux possible et vous permettre aussi, vous sensibiliser à ce qu'il faut, à ce qui doit être fait pour pour éviter les erreurs dont on va parler. Donc ça, je dirais, c'est un montage auquel on est très habitué et qui pour nous est un montage très vertueux et qui permet d'aller vers une solution, une mise en œuvre sereine. Donc, première erreur. Première erreur, c'est ne pas définir clairement les besoins et les objectifs. Alors, encore une fois, on parle d'un ERP, mais tout ce qu'on va vous dire maintenant, on pourrait le mettre à la source de n'importe quel logiciel informatique. Si vous mettez en place un logiciel et qu'en amont, vous n'avez pas clairement défini les besoins et vos objectifs, vous allez devant forcément des mauvaises surprises. Donc, comment on fait pour définir clairement les besoins et les objectifs? D'abord, il faut se dire que le cahier des charges, c'est quelque chose qui est important. Croire qu'il est facultatif n'est pas la meilleure approche pour commencer. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver, si vous ne prenez pas le temps de rédiger ce que vous avez besoin, vous allez vous retrouver à présenter tel un iceberg, la face visible de l'iceberg, avec des choses qui vous viennent le plus souvent, qui sont évidemment importantes, auxquelles vous pensez, mais vous allez oublier toute la partie cachée de l'iceberg et qui vous paraît peut-être moins essentielle et qui pourtant, lors de la mise en place du projet, va s'avérer très importante pour votre prestataire pour pouvoir mettre en œuvre le logiciel selon des modalités qui vont vous convenir. Donc, bien poser les bases d'un cahier des charges, ce n'est pas du temps perdu, c'est quelque chose qui va vous aider à bien, je dirais, préparer les étapes suivantes dont on va parler après. Donc, comment on fait pour établir un cahier des charges? Alors, pour établir un cahier des charges, la première chose, donc, d'après nous, alors je précise au passage que nous, on est plus souvent en tant que prestataire en situation de réagir à un cahier des charges, puisque notre métier, c'est de porter une solution. On peut être amené, parce qu'on a des habitudes, d'aider à l'élaboration d'un cahier des charges, mais on est plutôt après, post-cahier des charges. Mais ce qu'on vous met en avant là, c'est une méthode qui va vous aider et pour laquelle on voit bien, nous, au final, l'intérêt quand on est en train d'étudier votre dossier pour répondre à un cahier des charges, pour répondre à un besoin et pour vous faire une proposition. Donc, première étape, c'est il faut voir les processus métiers que vous avez actuellement en place. Donc là, on vous a mis 3 exemples, mais des processus métiers, il y en a évidemment beaucoup plus. Dans les processus métiers que vous utilisez actuellement. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va vouloir les reproduire, ces processus métiers. Ça veut juste dire que c'est eux qui sont actuellement en place et on va donc, du coup, une fois qu'on les aura listés, expliqués, on va chercher, parce que mettre en place un ERP, un logiciel, c'est aussi pour identifier, pour mettre en place des améliorations. Donc, on va voir par rapport à ces processus métiers
ce qu'on veut garder, ce qu'on veut enlever, ce qu'on veut ajuster, ce qu'on veut améliorer. Donc, on les, on les liste, on les décrit, et derrière, on voit comment on peut les améliorer, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait. Donc ça, c'est les 2 premières étapes importantes pour pouvoir derrière avoir réalisé votre cahier des charges. Une fois que vous avez évalué pour ce métier, que vous les avez ajustés, vous les avez améliorés, donc vous avez mis sur la table tout ce qui était important pour vous, avec des objectifs toujours bien définis, vous allez devoir valider tout ça en commençant à ce stade-là à penser qu'il est important d'impliquer un maximum de personnes. Donc là, on est déjà sur un début de conduite du changement. C'est-à-dire que la conduite du changement, ça passe d'abord par l'implication des gens avec qui vous travaillez. D'accord? Donc, on peut avoir des utilisateurs clés, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait des utilisateurs qui portent le projet. Ça ne peut pas être porté par 50 personnes. Donc, en général, on a l'habitude d'avoir des groupes projets qui font entre 4 et 8 ou 10 personnes. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les départements, il n'y a pas d'autres personnes au relais que vous allez impliquer pour voir si, notamment, si vous avez, si elles sont en phase avec les objectifs, si elles sont en phase avec les besoins que vous avez validés, etc., etc. Plus vous impliquez de personnes, plus vous gagnez du temps par rapport à la résistance au changement qui existera de toute façon forcément. Donc, une fois qu'on a validé les besoins et les objectifs, il faut aussi se poser la question de quels sont les critères qui sont importants pour moi pour choisir le prestataire et le RP. Ce n'est pas qu'un choix de RP, c'est aussi un choix de prestataire. D'accord? Donc, il peut y avoir des critères, là, on vous en a mis certains encore une fois, et il peut y avoir des critères divers et variés. C'est vous qui devez décider quels sont les éléments importants pour vous pour le logiciel que vous allez vouloir mettre en avant ou le prestataire que vous allez vouloir retenir. Bien sûr, il y a des critères de budget, il y a des critères de délai. Ça, on ne les a même pas listés tellement ils sont là tout le temps. Mais par exemple, si vous êtes une structure, vous savez que vous avez un plan de développement à 5 ans qui est important. Donc, vous êtes aujourd'hui 100 personnes et votre plan doit vous amener à quadrupler votre taille d'ici 4 à 5 ans. Un projet de RP, c'est un projet qui est là pour une certaine durée. Il faut s'assurer, évidemment, que vos besoins futurs pourront être couverts par la solution. La solution n'a pas besoin de couvrir des besoins imaginaires qui arriveront peut-être un jour, mais elle a besoin de couvrir ce que vous voulez aujourd'hui mettre en œuvre pour les quelques années qui viennent. Si par exemple, vous savez que vous allez partir en international, évidemment, il faut qu'il y ait une solution qui sache gérer des questions de devises, des questions de TVA, toutes les questions qui vont se poser quand vous ouvrirez une filiale au Royaume-Uni, par exemple. Une fois que vous avez élaboré tous ces critères, vous êtes en capacité d'élaborer votre cahier des charges. Vous avez les besoins, vous avez les objectifs, vous avez le délai, le budget, les critères, vous avez tout. Vous pouvez faire votre cahier des charges et vous pouvez après le soumettre, évidemment, faire une consultation auquel vous êtes forcément habitué, une consultation auprès de prestataires que vous aurez envie de consulter. Donc, si on fait un bilan de cette prise en compte de besoins et d'objectifs, en prenant en compte les besoins et les objectifs, vous allez vous faciliter une priorisation des fonctionnalités que vous attendez. Parce que vous allez vous poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui l'est moins. Et donc, du coup, pouvoir mettre en place avec votre futur prestataire un planning qui tient compte de cette priorisation. Puisque l'important, notamment quand on parle d'agilité, c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours, l'important, c'est d'aller d'abord aux fonctions essentielles. En ayant bien pris en compte les besoins et les objectifs, évidemment, vous aurez une meilleure adoption de votre solution par vos parties prenantes, par vos salariés, et votre performance va en être améliorée. Donc, voilà pour la première partie. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour prendre en compte les besoins et les objectifs? On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est le fait qu'on rencontre régulièrement une sous-estimation du temps et des ressources nécessaires à la mise en place d'un ERP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de votre côté du client, on peut être amené à penser que le temps nécessaire pour la mise en place d'un RP va pouvoir se faire dans le cadre des chantiers actuels, dans le cadre de la vie courante, je dirais, de l'entreprise, sans forcément penser à mobiliser des personnes avec du temps alloué pour cela. Et il est important d'avoir du temps alloué pour cela. Il est important que vous ne pouvez pas vous lancer dans un tel projet de RP, projet de logiciel, encore une fois,
sans dégager des ressources qui vont pouvoir consacrer du temps à cela. Alors, ça ne veut pas dire du temps plein, hein, ça veut dire ça peut vouloir dire une journée par semaine, par exemple. Et le temps nécessaire va dépendre des facteurs que je vous présente maintenant. Ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Évidemment, si vous êtes une entreprise de 30 personnes, une entreprise de 500 personnes, ce n'est pas exactement les mêmes impacts. Ça dépend du nombre de modules que vous voulez. On pourrait très bien commencer à mettre en place un ERP en commençant par quelques modules et pas la totalité des modules. Donc forcément, le nombre de modules va entraîner le temps que vous devrez y consacrer. Ça va dépendre aussi de l'état des lieux de vos processus actuels et des processus métiers que vous allez viser et de leur complexité. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport au processus suivant leur nombre, leur complexité, etc., qui peut entraîner du temps nécessaire pour vous, et évidemment du temps aussi côté prestataire. Mais l'important aujourd'hui, là, c'est le prestataire sait évaluer le temps qu'il faut par rapport à la demande à partir du moment où on a eu ce cahier des charges. Mais votre temps à vous, il ne faut pas le sous-estimer, il est important aussi. Donc après, il peut y avoir des questions de personnalisation. Évidemment, si vous voulez personnaliser, ben, ça demandera plus de temps. Le système peut ou pas avoir besoin d'être intégré avec d'autres systèmes. Alors, communément, on va pouvoir l'intégrer avec le système de paye, avec un système de comptabilité, mais il pourrait y avoir d'autres systèmes que vous voulez intégrer. Il pourrait venir en complément d'un CRM, par exemple, c'est des choses qu'on voit de façon assez courante. Donc, tout ça fait que forcément, ça demandera du temps. En fonction de votre niveau de maturité technologique actuel, pareil, en fonction de où vous partez, vers quoi vous allez, ça peut nécessiter plus de temps de formation, etc., etc. En fonction du volume des données à traiter, ça peut aussi être quelque chose. Les données à traiter, en général, c'est vous qui allez les préparer, c'est le prestataire qui va les intégrer. Donc, ce temps de préparation, c'est pas pareil si on veut reprendre la totalité de son historique depuis 10 ans ou si on veut reprendre l'année en cours. C'est pas exactement le même travail. Donc tout ça, il faut en tenir compte pour pouvoir de votre côté évaluer votre temps et les ressources dont vous aurez besoin. Sachant qu'en tant que prestataire, évidemment, on est aussi en capacité de vous aider à faire cette estimation. Donc ça veut dire aussi, tout ça, ça veut dire qu'il y a une équipe qui doit se mettre en place, qui va être dédiée à ce projet. Donc je parlais tout à l'heure d'une équipe pilote d'entre 4 et 8 personnes. On trouve ça très bien. Donc c'est une bonne façon d'aborder le projet. Et bien sûr, un budget alloué. Mais quand on dit budget, il n'y a pas le côté financier, c'est vraiment aussi le budget temps de votre côté, hein. Donc tout ça, en fait, pour dire que en faisant attention au temps et aux ressources dont vous avez besoin, vous allez vous garantir une meilleure gestion des délais, parce que les choses pourront être planifiées, anticipées, et vous aurez le temps pour faire ce qui a besoin d'être fait. Vous allez évidemment vous faciliter la performance opérationnelle de votre système une fois qu'il sera mis en œuvre, et vous maîtriserez votre budget. Donc voilà pour la deuxième partie qui concernait la prise en compte du temps et des ressources. Troisième partie, je vais boire juste un petit peu. Alors, ne pas impliquer suffisamment les utilisateurs. Donc, on en a déjà parlé. On a déjà parlé de notions de conduite du changement. Donc, l'important à ce stade, c'est de se dire que pour que le projet réussisse, il est utile d'avoir cette équipe pilote, mais il est utile d'avoir, au-delà de cette équipe pilote, des utilisateurs impliqués, parce que ces utilisateurs vont être quelque part, les futurs sponsors, les futurs ambassadeurs de la solution. Donc, comment on s'y prend? Alors, bon, d'abord, on s'y prend avec le simple constat, quelque part, de se dire que les utilisateurs, c'est les mieux placés pour comprendre les besoins, puisque c'est leurs besoins. Donc, en fait, en travaillant avec eux, on va se faciliter l'acceptation du changement et on va bien travailler le besoin attendu. D'accord? Le besoin, je rappelle que le besoin, il faut toujours faire la différence entre un besoin et une solution. Le besoin, c'est vraiment l'élément fondamental dont on a besoin pour arriver à répondre à des processus, à des usages, à ce qu'on a besoin de faire pour réussir dans sa fonction. Alors, les utilisateurs, au-delà de porter les besoins, ils sont aussi ceux qui vont utiliser. Le nom utilisateur, c'est bien pour utiliser. Donc, c'est souvent eux qui vont être en grande partie responsables de la saisie des données. Donc, en les appliquant, en faisant en sorte de faire attention à leurs attentes, en faisant en sorte de bien définir, par exemple, des processus de validation, ce qu'on va appeler des workflows de validation, on va sécuriser
la saisie des données, on va fiabiliser les données, on va avoir une meilleure qualité des données. Et tout ça, il faut en discuter avec eux, il faut les impliquer pour pouvoir obtenir cela. Un utilisateur impliqué, ben, c'est un utilisateur qui est d'entrée plus familier avec le système ERP. Parce qu'en fait, quand nous, on met en place notre solution, le fait d'impliquer l'utilisateur fait qu'il va, par exemple, euh, participer à des démos. Donc, l'idée, c'est que l'outil, on le montre régulièrement dans sa phase d'implémentation et que du fait qu'on le montre, du fait qu'on a des utilisateurs, ben, on peut aussi les amener à réagir. Ils comprennent mieux la philosophie de certains paramétrages, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Et ils sont du coup d'emblée familiarisés et ils sont des futurs ambassadeurs, je dis de nouveau, mais des futurs utilisateurs qui sont prêts à utiliser la solution. Et le fait d'impliquer tous ces services, tous ces départements, ben, ça encourage aussi forcément la collaboration entre les équipes et entre les services. Donc voilà comment on peut s'y prendre. On est vraiment là dans quelque chose de relativement classique en termes de conduite du changement. Communiquer, impliquer, donner des infos, donner un nom au projet, un nom, un logo. Mine de rien, c'est des petits trucs qui paraissent tout bêtes comme ça, mais de s'approprier la solution en lui donnant son propre nom, mais ça permet aussi d'impliquer l'utilisateur, de pouvoir dire, ben voilà, c'est notre projet, il s'appelle Noémie, je dis n'importe quoi, peu importe, et on avance ensemble pour la mise en œuvre de Noémie. Donc, des utilisateurs impliqués, vous facilitez l'adoption, vous faciliterez aussi tout ce qui est résolution des problèmes. Les problèmes, vous verrez, qui seront résolus beaucoup, beaucoup plus rapidement et des processus qui sont améliorés, optimisés. Et tout ça dans l'idée d'aller vers, évidemment, une meilleure performance de votre entreprise. Quatrième point, l'importance de prendre en compte les contraintes et les particularités de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer à la partie cahier des charges. Évidemment, c'est un des éléments qui va devoir ressortir dans le cahier des charges, mais sur lequel on fait un focus plus particulier ce matin, parce qu'en fait, c'est important d'y penser pour pouvoir que ce soit pris en compte dans le cadre du déploiement de la solution. Alors, quelles pourraient être ces contraintes? D'abord, les premières contraintes, c'est autour de vos processus. Les processus, vous avez des processus métiers qui sont propres à vous. Ils peuvent être uniques, on peut ne les rencontrer que chez vous. Et il est essentiel, évidemment, de les prendre en compte. Donc, vous allez devoir, on remonte au cahier des charges, vous allez devoir décrire vos processus actuels et faire très attention à vos particularités. Parce que les particularités, l'idée d'un logiciel, d'un ERP, ce n'est pas de vous dire, vous devez changer. Quand on vient et qu'on travaille avec vous, on n'est pas là pour vous dire, vous allez devoir changer ça. On est là pour vous dire, qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place. Et vous pouvez nous dire, ben voilà, aujourd'hui on a ce processus, mais il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on veut changer ça et ça et ça. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ce soit possible. Mais pour ça, il faut évidemment le poser en amont. Vous pouvez aussi avoir des règles particulières, que ce soit un aspect légal. Vous pouvez être dans des contraintes juridiques particulières. Vous pouvez être dans certains pays où il y a des règles auxquelles vous devez vous confronter, vous conformer, etc., etc. Donc, pour que la solution puisse tenir la promesse qu'elle vous apporte, il faut évidemment connaître ces règles, les avoir listées et pouvoir vous dire voilà comment ça va se passer. Vous avez évidemment des contraintes budgétaires. D'accord? Donc, ces contraintes, c'est important de les mettre aussi sur la table, mais contraintes, encore une fois, en coût, mais aussi en temps. C'est aussi votre temps qui doit être mis sur la table pour s'assurer que vous allez pouvoir couvrir tous les coûts associés pour arriver tout simplement à faire le projet. On peut très bien imaginer un projet qui se fait en 2 étapes, en 3 étapes. Donc avec des budgets, quelque part, un budget pour la première phase, un budget pour la deuxième phase qui peut venir 6 mois plus tard, etc. etc. Vous pouvez aussi avoir des contraintes technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des technologies. Pour nous, il n'est pas question, par exemple, de venir chez vous et de vous expliquer qu'il faut que vous changiez tous vos postes. Ce n'est pas entendable. Ça serait contraire à l'approche numérique responsable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, ça n'empêche que si vous avez des contraintes, il faut qu'elles soient connues. Il faut qu'elles soient connues de votre AMO, si vous avez un AMO, et du prestataire que vous retenez ou que vous consultez. Pour s'assurer donc que le ERP sera compatible avec ces technologies. En termes de contraintes, vous pouvez avoir des contraintes données
par votre équipe IT ou auxquels on devra faire attention avec votre équipe informatique, qui peut aussi avoir besoin de certains niveaux de compétences dans certains domaines, notamment si votre équipe va s'occuper de l'hébergement de la solution. Le RP, vous pouvez le louer quelque part, vous pouvez l'installer chez vous. Quand vous l'installez chez vous, ben, vous pouvez demander à votre prestataire de s'occuper de tout, ou vous pouvez demander à votre équipe IT de s'en occuper. Donc, dans ces cas-là, il faut évidemment avoir les compétences nécessaires. Les contraintes, c'est vos utilisateurs clés, évidemment. On en a parlé plusieurs fois jusqu'à maintenant. Ben, ces utilisateurs, on va les impliquer dans le processus de mise en place, on va les impliquer dans le cahier des charges. En fait, on commence par le cahier des charges, on choisit le prestataire. Derrière, on travaille avec le prestataire toute une phase d'analyse pour paramétrer la solution. Derrière, on se forme et tout le long de tout ça, on a des utilisateurs clés que l'on va impliquer. En termes de contraintes, il ne faut pas oublier les autres systèmes. En général, le RP n'est pas seul. Le RP peut fonctionner avec un système de paye. Donc, si le RP fonctionne avec un système de paye, évidemment, il faut s'assurer qu'il va pouvoir apporter les solutions que vous recherchez à votre système existant. Pareil pour la comptabilité. Après, en termes de contraintes, on en a parlé tout à l'heure, je le redis là, c'est l'évolution possible de votre RP vers qu'est-ce qui pourrait vous apporter de plus. Parce qu'il peut vous apporter ce que vous voulez aujourd'hui, c'est peut-être très bien, mais si vous avez d'ores et déjà que l'an prochain, vous vous établissez dans un nouveau pays, eh bien, il faut que cette ERP soit capable de le faire. Donc, tout ça, c'est des contraintes et des particularités de votre entreprise sur lesquelles vous devez vous poser des questions pour pouvoir mettre quelque part sur la table toutes les informations utiles à la bonne réalisation du projet. Donc, en prenant en compte vos particularités, vous allez vous assurer d'avoir un ERP qui correspond en tout point à vos spécificités, puisqu'elles seront sur la table, qu'on aura pu en discuter, qu'on aura pu faciliter la mise en œuvre, le paramétrage et l'utilisation future de la solution. Et vous gérez forcément mieux vos délais, vous gérez forcément mieux votre budget. Quand on parle de formation, mais la première chose, c'est qu'on parle d'identifier les besoins de formation, tout simplement. Donc, classique, qui a besoin d'être formé, sur quel domaine portent les besoins, etc., etc. Donc, des choses très classiques pour mettre en place derrière un plan de formation, définir les objectifs de formation avec des groupes utilisateurs, parce qu'on va former différemment le groupe qui est plutôt orienté commerce, du groupe qui est plutôt orienté facturation, du groupe qui est plutôt orienté production. On va pouvoir mettre en place des dispositifs différents. Donc, l'idée, c'est de leur apporter les prérequis attendus, les éléments attendus en termes de compétences pour pouvoir utiliser sereinement l'application. Et puis derrière, on forme à travers une formation interactive avec des exercices, des choses très, très classiques. Et une fois que cette formation est faite, on a le groupe utilisateur, les utilisateurs qui sont prêts à utiliser la solution. Et derrière, lors de la phase d'utilisation de la solution, on pourra être amené évidemment à apporter un support. Donc nous, on apporte un support de niveau 2 et il peut y avoir aussi dans votre structure des personnes habilitées et responsabilisées pour le support de niveau 1. Donc, une formation réussie, un support réussi, c'est des utilisateurs qui vont être mieux formés, mieux impliqués, capables d'utiliser la solution en toute sérénité. Ça vous évitera évidemment les erreurs de saisie de données, puisqu'on sera mieux préparé pour utiliser la solution et vous allez avoir une adoption accélérée de votre ERP. Je passe au 6e point, l'importance du test et de la validation de votre ERP. Donc là, on est à la fin de la partie intégration et implémentation de la solution. On a fait le cahier des charges, on a décidé qui allait être retenu. On a fait la phase d'analyse. On a commencé à former des utilisateurs clés et là, on est en train de valider. Pour valider, pour nous, il y a quelques étapes fondamentales à respecter. D'abord, peut-être le plus important, tout ce qui va être planification des tests. Quand on dit planification, on ne dit pas que planification en termes de délai, en termes de temps, il y a ça évidemment, mais c'est aussi de poser le périmètre du test, le périmètre des tests. C'est-à-dire dire quels sont les usages que je vais vouloir vérifier et sur quel type de données. On comprend bien que dans une entreprise, il y a des cas différents. Si vous êtes une entreprise de service, vous pouvez gérer des projets de façon différente. Et donc, du coup, dans ce périmètre des tests, il va falloir bien inclure toutes les typologies de projets que vous êtes amenés à tester. Donc, tout ça, l'idée, c'est de faire ce qu'on peut appeler un cahier de recettes en disant, voilà, il va falloir valider
que ce processus-là, ce processus-là, ce processus marche dans telle ou telle condition, avec tel ou tel type de projet, etc., etc. Et une fois que tout ça est planifié, là, après, il n'y a plus qu'à dérouler. On réalise les tests, on s'assure que ça fonctionne bien. C'est une sorte de site pilote quelque part qui va être amené à mettre en œuvre la solution dans un contexte qui n'est pas aussi large qu'en production, mais qui est quand même sur un périmètre représentatif du périmètre global. Et à partir de là, s'il y a des choses qui ne vont pas dans le paramétrage, on se rapproche de son prestataire pour corriger les erreurs. On renchaîne, on valide les tests, on refait d'autres tests, on valide, on corrige, etc., etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est maintenant prêt à former les utilisateurs finaux, donc avec les mêmes concepts que ce que vous avez présenté tout à l'heure en termes de formation, pour après mettre en place la solution. Bien tester, bien valider son ERP, c'est avoir la garantie de son bon fonctionnement, c'est d'avoir la garantie d'avoir tout vérifié avant d'être en production, parce que si on fait certaines vérifications une fois qu'on est en production, mais ça peut s'avérer un petit peu plus hasardeux. Et surtout, en termes de délai, on n'a pas toujours les délais de réactivité, même si on peut réagir très vite, ça n'empêche que s'il y a des choses à revoir, il faut quand même le temps de le faire. Donc le fait de l'avoir vu en amont, ben, ça vous garantit plus facilement un bon fonctionnement, votre performance est améliorée et de nouveau, vous avez une adoption accélérée de votre ERP. Voilà donc les principales idées qu'on peut retenir pour la mise en place d'un ERP. Idées, encore une fois, qui sont aussi valables pour la mise en place d'un logiciel. C'est qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Bien poser en premier lieu le cahier des charges et les éléments dont vous avez besoin, vos particularités, vos processus, ce que vous attendez de votre ERP, en quoi il va vous permettre d'être plus performant demain. C'est donc bien poser le cadre. Une fois qu'on a bien posé le cadre, on peut travailler déjà beaucoup plus sereinement. Une fois derrière qu'on a posé le cadre, on va devoir impliquer les gens. La deuxième chose qui peut, quelque part, me semble-t-il, poser le plus de soucis, c'est tout ce qui touche à la conduite du changement. Il faut vraiment embarquer l'entreprise dans le projet global. Il est important que le dirigeant soit le sponsor du projet, soit vraiment le porteur du projet pour mettre en œuvre la solution et pour, je dirais, mettre cet élan qui est utile pour pouvoir changer. Donc la conduite du changement, ça va être aussi quelque chose de très important. Communiquer, communiquer, communiquer. S'il y a quelque chose à retenir, ça serait ça. Une fois qu'on a réussi tout ça, on arrive à la phase cruciale, l'autre phase cruciale pour moi qui est la phase de test. Avoir bien préparé en amont ce que vous allez pouvoir vérifier. Pour le vérifier, pour faire les tests qu'il faut avant de mettre en production. Si vous, je dirais, en prenant en compte toutes ces contraintes qui finalement ne sont pas des contraintes, c'est quelque part des contraintes de bon sens, ça n'a rien de compliqué en soi, vous facilitez la mise en œuvre d'un outil qui va vous aider, vous apporter des solutions pour les 5 à 10 ans qui suivent. Voilà, j'espère que tout cela vous convaincra des apports d'une solution de type ERP et de comment on se prépare. À ce stade, on va prendre les questions. Je vais vous mettre aussi, donc je vais laisser Jérôme me dire les questions qu'il y a eu sur le chat. Et je vous laisse aussi, donc, je vous l'avais dit au début, vous pouvez récupérer le livre blanc qu'on a rédigé pour cette présentation, associé à cette présentation. Mais je vois que mon slide n'y est pas un instant. Donc voilà, vous pouvez récupérer le slide, le livre blanc qu'on a préparé, donc qui est une explication plus détaillée quelque part de tout ce que je vous ai dit ce matin, en vous connectant sur notre site internet www.iovision.fr/contact dans la page. Et nous faire la demande du livre blanc, on vous l'adressera dans la foulée. Donc, je vous laisse cette page-là, comme ça, si vous voulez faire la demande, vous pouvez. Du coup, Jérôme, est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Nicolas. En parlant du livre blanc, je mets dans le chat le lien de cette URL, donc iovision.fr/contact, pour que vous puissiez nous faire la demande de ce livre blanc. N'hésitez pas et nous vous le ferons parvenir à partir de cet après-midi. Alors, en termes de questions, eh bien, quand on gère un tel projet, il y a une question qui revient souvent. C'est notamment comment est-ce qu'on gère la résistance au changement
de nos collaborateurs, parce qu'on introduit un nouvel outil dans notre entreprise, un outil qui a des prises sur un certain nombre de secteurs, de paramètres de l'entreprise, et il y a des habitudes qui peuvent se perdre en cours de route. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer la résistance au changement de la part de nos collaborateurs? Alors, déjà, il faut, pour moi, pour ce volet-là, il faut déjà partir du principe que la résistance au changement, quoi qu'on fasse, elle sera là. Donc on peut pas faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de résistance au changement. Il faut déjà partir du principe qu'on aura de la résistance au changement. C'est humain, c'est immuable, c'est toujours comme ça. Donc il faut faire en sorte que cette résistance au changement ne se transforme pas en rejet. C'est le rejet qui serait embêtant. La résistance au changement, c'est quelque chose qui existe. Il faut savoir que alors je ne connais pas le nom de l'étude, mais je sais qu'elle a existé puisqu'on me l'a déjà présentée. Il y a une étude qui a été faite autour de la conduite du changement qui montre qu'il y a une sorte de courbe quelque part où on passe par des phases des phases de résistance, des phases de rejet, des phases de début d'adoption pour finir par une phase de totale adoption et d'ambassadeur. Donc en fait, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est quelque chose qui existe et qui est prouvé. Donc, du coup, il faut mettre en place des ingrédients qui vont bien pour pouvoir aller au-delà de cette phase de rejet qui ne doit pas être définitive quelque part. Et pour cela, je pense qu'il y a quelques éléments dont je vous ai cités lors de la présentation qui sont essentiels. Première chose, projet porté par le dirigeant. Deuxième chose, la communication, impliquer tout le monde, communiquer, donner un nom au projet, régulièrement faire un état des lieux de l'avancement du projet, consulter évidemment des personnes, avoir un groupe clé le groupe pilote qui va aider à faire tout le travail, mais qui va s'appuyer sur d'autres utilisateurs clés. Si vous savez que vous avez des personnes qui pourraient être de forte résistance au changement, eh embarquez-les dans le projet, mettez-les avec vous, parce que je pense que c'est une bonne solution pour faire en sorte que le projet se passe bien. Voilà, sur ces bases-là, si vous apportez bien les solutions, c'est important de mettre les bénéfices en avant, les bénéfices que vous aurez par métier, c'est-à-dire que votre RP va vous apporter tel ou tel bénéfice pour la partie facturation, mais pour les personnes qui sont dans ce service-là, mettre en avant les bénéfices dont elles vont pouvoir retirer, etc., etc. Après, il y a moyen de toujours aller plus loin, mais ça passerait d'abord par une phase d'audit pour voir un peu au sein de votre entreprise, enfin, comment dire, auditer les différents services pour voir ce changement-là, où sont les éventuels freins, parce qu'on a des freins qui sont toujours différents. Mais là, ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais je pense que si on a déjà les ingrédients, un sponsor, de la communication, un nom au projet, des équipes, enfin, des utilisateurs pilotes, des utilisateurs clés, le fait d'impliquer les gens, je pense que déjà on a quelque chose qui va fonctionner. Évidemment, le fait d'apporter une solution qui facilite le travail de tout le monde au final, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, notamment une question sur la sécurité des données. Au moment de la migration de vos données, comment est-ce qu'on garantit l'exactitude de la reprise des données? Comment on s'assure que les données que l'on transfère de notre ancien outil vers le nouvel ERP seront transférées de manière sécurisée, sans perte? Alors, d'abord, la première chose, c'est de se poser la question du périmètre des données que vous voulez récupérer. Parce qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même travail déjà de récupérer 10 ans ou de récupérer l'année en cours. Donc déjà, c'est de bien poser le cadre. En général, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est de récupérer soit les quelques années qui précèdent, soit de récupérer un historique un peu plus large, mais en général, c'est plutôt quelques années qui précèdent. Donc, du coup, d'abord, on fixe le périmètre. Et ensuite, nous, ce qu'on fait quand on est amené à faire ça, c'est qu'en fait, on fait le avant-après. C'est-à-dire on va passer très souvent par des imports de fichiers Excel. Donc, l'idée, c'est ces fichiers Excel, il faut les préparer sur votre système actuel. Dans votre système actuel, ça peut être un logiciel, ça peut être Excel, ça peut être un autre ERP, etc., etc. Donc, extraire les données que vous allez vouloir reprendre et nous, on va les injecter. Ce qu'on fait, nous, c'est que le fichier qu'on injecte, en fait,
on permet de checker en le réexportant dans la foulée pour voir en fait pour s'assurer que ce qu'on a réussi à injecter, c'est bien ce que vous aviez, vous, en amont. Après, il est important de savoir, quand on est sur une approche projet, eh bien, le projet a de la vie. Et il faut savoir aussi comment on établit à quel moment on établit le début de la nouvelle activité. Donc, c'est-à-dire que aucun projet n'est fini au moment où vous allez démarrer. Vous allez avoir des projets qui seront en cours, de l'activité qui sera en cours. Donc, il faut aussi bien se poser la question de comment on statue sur ces projets-là, c'est-à-dire qu'au 31-12, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend vraiment tout l'historique ou est-ce qu'on prend un point de situation au 31-12? Voilà. C'est assez facile à faire finalement. Je pense que c'est un peu par moment quelque chose qui peut faire peur, mais finalement ça se fait assez bien. C'est pas un élément de crainte pour nous. Et encore une fois, en ayant la possibilité d'injecter les données, de les re-exporter dans notre sens et de s'assurer que le avant-après est pareil, ben on s'assure que vos données sont bien conformes. Merci Nicolas. Et nous avons Véronique dans le chat qui nous dit qu'un ERP métier, ça améliore la résistance des futurs utilisateurs, la résistance au changement, donc parce que l'éditeur de cet ERP métier parle le même langage que les utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose finalement, oui, qu'on peut tout à fait penser et prendre en compte Oui, tout à fait. Effectivement, on est sur des ERP là, ce qu'on vous propose, qui sont effectivement dédiés à certains métiers. Donc, effectivement, ils apportent des usages qui sont déjà, je dirais, réfléchis, implémentés par rapport aux usages attendus par les clients auxquels on s'adresse. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec la remarque de Véronique, le fait d'avoir un outil qui, déjà, de facto, répond à certains usages, mais de facto, c'est un outil qui est plus facilement adoptable et donc dont on peut donc penser que la résistance au changement sera plus faible. Merci Véronique. Oui, merci beaucoup Véronique. Alors, je ne vois pas davantage de questions. On peut peut-être enchaîner. Voilà, c'était notre slide de questions-réponses. Oui, du coup, deux choses. Bon, merci pour votre présence. J'espère que ça vous aura apporté des clés pour le futur et vos projets de RP. N'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn, donc Nicolas Bertrand. Alors l'adresse exacte c'est Nicolas-Bertrand-Iovision. Si vous avez des questions qui vous viennent ou des choses sur lesquelles on n'aurait pas discuté aujourd'hui, n'hésitez pas. Le webinar, il est en ligne pendant un certain temps. Vous pouvez donc récupérer le livre blanc en nous en faisant la demande. On peut aussi, si vous en faites la demande, vous faire passer les slides. Donc, juste, on voulait aussi vous annoncer le prochain webinaire qu'on allait faire en juin. Donc, là, on va parler des projets IT, donc des projets informatiques, dans une démarche éco-responsable. Donc, bon, j'en ai parlé lors de la présentation, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on va vous expliquer un peu comment on voit ça. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.